Merci, eh bien bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'ai l'impression que ça marche. Alors merci pour cette gentille introduction. Et effectivement, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire évolutive du chien, notre animal familier que nous connaissons tous, qui présente de nombreux avantages pour décrire son histoire évolutive, car il convoque beaucoup de questionnements qui vont nous intéresser, notamment les différents types de sélection qui se sont appliqués tout du long de son histoire évolutive, c'est-à-dire la sélection naturelle qui existe, qui transforme les espèces, et la sélection dite artificielle appliquée par l'homme pour modifier une espèce selon les bénéfices que souhaite obtenir l'homme. Donc l'histoire évolutive du chien est avant tout un très long voyage qui peut se décliner en deux dimensions. En effet, dans l'espace, le chien occupe à peu près tous les pays du monde. Il est réparti dans une géographie extrêmement importante. Et dans une deuxième dimension du temps. Donc on est dans un espace en deux dimensions spatio-temporelles. Le temps, c'est-à-dire que ses ancêtres sauvages sont les canidés, qui existent depuis plusieurs millions d'années, qui se sont développés, qui se sont transformés tout au long de ces 30 derniers millions d'années. Puis, il y a un petit peu autour de 20 000 ans, un changement majeur dans l'histoire de cette espèce intervient, c'est la domestication du loup en chien, appliquée par l'homme. Et enfin, troisième période temporelle extrêmement importante, on va parler en centaines d'années cette fois-ci, c'est la création des races modernes telles que nous les connaissons actuellement. Donc, au-delà de ce voyage en deux dimensions, dans le temps et dans l'espace, le chien réunit des questions scientifiques extrêmement intéressantes. Est-ce que cette variabilité, est-ce que cette évolution a une contribution génétique? Si oui, peut-on la capturer? Peut-on la quantifier? Deuxièmement, quel est l'impact médical sur ces transformations? Et troisièmement, nous verrons un peu l'état des connaissances de ces caractéristiques. Mais avant tout, de quoi parle-t-on quand on parle du chien? Tout d'abord, il existe désormais près d'1 milliard d'animaux sur la planète, 900 millions au moins. Donc, comme vous le savez, c'est l'espèce qui présente une extraordinaire diversité. On nous a parlé de la taille, du poids, de la couleur, des comportements, de la physiologie. C'est une espèce extrêmement diversifiée. On l'a tous en tête. On sait très bien avec les chiens de nos familles quelle est la diversité extraordinaire de cet animal. C'est le mammifère terrestre qui présente le plus de variations. Le chien domestique comprend près de 400 races différentes, bien standardisées, officielles. Elles ont toutes des caractéristiques morphologiques, physiologiques et comportementales bien définies. L'espèce est présente, donc je vous le disais, dans presque tous les pays du monde, sous toutes les latitudes, mais seulement une centaine de millions de chiens correspondent à nos chiens de race, nos chiens de famille tels que nous le connaissons. La plus grande partie des chiens sont des chiens libres, qui ont différents noms selon les pays, des chiens de village, des chiens de rue, des chiens parias. Et la dernière petite proportion de chiens, ce sont les chiens redevenus sauvages, à l'état sauvage, que l'on appelle un chien féral, les chiens féraux, qui sont bien illustrés par le dingo d'Australie, par exemple. Donc, nos chiens de race, tels que nous les connaissons, avec leur forme, leur pelage extrêmement divers, extrêmement sympathiques, sont totalement dépendants de nous, finalement. Ce sont des animaux qui sont dépendants de l'homme pour leur nourriture, pour leurs soins, pour leur reproduction. Ils sont, en quelque sorte, dépendants et restreints par l'homme. Ils sont contrôlés par l'homme. Ils jouent un rôle, évidemment, parfois extrêmement spécialisé, dans la chasse, dans la garde à la défense, mais également un rôle social pour nous, un rôle de compagnie. Ils ont un rôle affectif. Ils font quasiment partie d'une famille, ils font partie intégrante. Ils ont donc, tout au long de leur vie, de la naissance tout au long de leur développement, un grand niveau de dépendance à l'homme.
Et ils ont su créer un fort lien, un véritable lien d'attachement avec les gens. Donc il y a près de 100 millions de chiens de famille, de chiens de race dans le monde, et en France, il y a aujourd'hui, je crois, plus de 7 millions de chiens de race. Les chiens libres, les chiens de rue, les chiens de village, ils sont beaucoup moins restreints, mais ils restent cependant en partie dépendants de l'homme. Pourquoi? Ils ont d'abord des caractéristiques physiques, anatomiques, de pelage, qui convergent en quelque sorte vers un chien moyen, de taille moyenne, 50 à 60 cm, avec un pelage plutôt brun, bringé, des oreilles qui trouvent une forme, une morphologie qui ressemble aux animaux sauvages, des oreilles pointues. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de variabilité, de diversité, dans des chiens qui sont rendus à l'état libre, moins sous la domination de l'homme, et on voit que leurs caractéristiques morphologiques, on va parler de leur phénotype, convergent vers une forme à peu près uniformisée. Ils ont besoin de s'adapter à un environnement qui est difficile, parfois hostile. Ça va tout de suite se traduire par une taille un peu plus petite que les grandes races de chiens. Ils ont besoin de trouver leur nourriture, ils ont besoin de trouver des abris. Ils sont souvent dans un contexte quand même qui reste sous la domination de l'homme, car ils vivent dans les quartiers, aux abords des villes, aux abords des villages. Ils sont dépendants de l'homme pour leur nourriture. Certaines populations les nourrissent, ils vivent des décharges et des poubelles. Ils sont libres d'aller, d'exprimer leur comportement naturel, ils se reproduisent de manière naturelle. Ils seraient prêts, alors il est assez difficile de les comptabiliser, il serait plus de 800 millions dans le monde, essentiellement en Asie, les chiens des villes de Bangkok par exemple. Ils sont nombreux dans des pays comme la Turquie, à Istanbul, et très nombreux également en Afrique. Ce sont des animaux qui sont tout à fait résistants, très capables de survivre dans des milieux difficiles, dans des environnements difficiles. Ils sont assez territoriaux, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont colonisé un espace aux alentours des villes, ils se l'approprient et le défendent. Ils sont assez agressifs envers d'autres meutes de chiens et sont souvent menacés par les humains qui souhaitent les chasser. Ils évoluent en groupe, en meute, ils ont une structure sociale hiérarchisée, avec souvent un chien dominant, qu'on peut appeler un chien alpha, à leur tête. Alors ici, ça nous fait tout de suite penser aux canidés sauvages, de type loup, où on voit que l'ancestralité ici affleure, alors qu'on ne la voyait pas du tout dans nos chiens domestiques de race. La troisième catégorie de chiens, ce sont donc les chiens sauvages, les chiens féraux, qui vont avoir également un morphotype et une couleur convergente. Ils sont donc en général jaunes, sable, oreilles pointues, de taille d'une soixantaine de centimètres. Ils vivent loin de l'homme, ils le fuient, dans des espaces, grands espaces ouverts, comme l'imaginaire que l'on a de l'Australie. Ils sont donc dans des grandes étendues sauvages. Donc le bon exemple est le dingo d'Australie, mais également son cousin, le singing dog, le chien chantant de Nouvelle-Guinée. Ils sont quelques millions, c'est une toute petite proportion des 900 millions de chiens dont je vous parlais au début. Donc leur pelage est jaune sable, ils vivent soit en couple, soit en petits groupes, donc on n'est pas dans la grande meute des chiens de village, mais c'est plutôt des petits effectifs. Donc le retour à l'état sauvage, la féralisation, d'une certaine façon, c'est un processus inverse de la domestication. Le loup est domestiqué en chien et il y a retour à la vie sauvage. Donc ces animaux sont intéressants parce que leur génome va contenir en partie une proportion de chiens domestiqués et en partie une adaptation de retour à la vie sauvage. Alors comme je vous le disais, l'histoire évolutive des chiens est un sujet fascinant, mais très complexe également. Pourquoi? Parce qu'il s'étend sur des millions d'années, avec 3 échelles de temps, millions, milliers et siècles, et
il convoque deux phénomènes, deux concepts intéressants en génétique, la sélection naturelle, puis la sélection artificielle. Au milieu, j'ai représenté la domestication, qui va bénéficier de l'héritage de la sélection naturelle pour que l'homme applique une sélection artificielle qui va s'avérer extrêmement efficace pour arriver à créer les centaines et les centaines de races de chiens que nous connaissons aujourd'hui. Donc, sélection naturelle, on le sait désormais, les variations génétiques résultent de forces évolutives diverses et variées, la dérive génétique qui va produire des variants qui vont évoluer de manière neutre, ou la sélection naturelle qui va sélectionner des mutations qui vont conférer un avantage adaptatif, bénéfique aux populations. En général, il va y avoir des étapes démographiques, géographiques, climatiques qui vont influencer la sélection naturelle. On peut résumer par une formule en disant que le hasard propose des mutations et la nature dispose. Chaque nouvelle espèce qui est créée va évoluer ainsi de proche en proche pour donner naissance éventuellement à d'autres espèces en fonction des modifications climatiques, géographiques, démographiques, expansion, migration. Ici intervient l'homme. Chez le chien, la nouvelle espèce devient en quelque sorte une des premières expériences de génétique de l'homme, évidemment non décidée au départ, et il va structurer l'espèce, on parle de structure, en une multitude de sous-populations qui vont arriver à des sous-populations extrêmement standardisées, conformes, et on arrivera à la notion de race. Donc, pour revenir à l'histoire des canidés, on est sur une échelle de temps du million d'années. Tout commence, on peut même aller un petit peu plus loin que de 30 millions d'années, à la disparition des dinosaures, donc au changement Jurassique-Crétacé. Il y a 60 millions, 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent et vont libérer des niches écologiques dont profitent les mammifères. Les mammifères terrestres évoluent, explosent, s'adaptent, profitent d'une niche écologique qui s'offre à eux de nouvelles ressources. Il y a 30, 40 millions d'années, les petits canidés prolifèrent en Amérique du Nord, dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Puis l'évolution des espèces, comme on le voit, on le sait, profite de modifications climatiques et géographiques. Les canidés, comme les autres mammifères, ne font pas exception à la règle. Ils se diversifient en Amérique du Nord. Les aléas géographiques, climatiques, font qu'il y a contact entre les deux Amériques. Il y a environ 2 à 3 millions d'années, via l'isthme du Panama. Les carnivores d'Amérique du Nord peuvent coloniser l'Amérique du Sud. Dans à peu près le même temps, autour de 2 millions d'années, il s'agit cette fois du détroit de Bering, qui relie l'Europe du Nord à l'actuelle Russie. Ce détroit de Bering a été sous l'eau ou a émergé selon les périodes géologiques. Et à ce moment-là, le contact est fait et les canidés d'Amérique du Nord colonisent cette fois-ci le Nouveau Monde, l'Ancien Monde, par la Russie actuelle et colonisent d'est en ouest les différentes régions de la planète. Donc on le voit, les canidés existent sur la planète entière, sous beaucoup de latitudes et sur toutes les longitudes. Aujourd'hui, les canidés regroupent 35 espèces réparties en une douzaine de genres. Alors, les deux genres les plus importants sont les canis. Nous retrouvons donc le loup, le coyote, le chacal, le dingo, le chien dont je viens de parler. Le deuxième genre de canidés importants sont les vulpes, les renards, et un ensemble de genres de canidés d'importance moindre en effectif en tout cas. Le genre Canis, lui, donc cette fois-ci, il va se décliner également en espèces, en de nombreuses espèces. Une dizaine d'espèces sont bien répertoriées. Donc nous avons le loup gris, le loup d'Abyssinie, le chacal, Canis aureus, et le coyote, et des sous-espèces
le loup d'Himalaya, le loup des Indes, le loup de l'Est, le loup rouge, des sous-espèces de chacal, et notre chien familier que l'on connaît, Canis familiaris. Les canidés sont toujours des prédateurs efficaces, performants, redoutables. Ils ont développé des adaptations clés à leur mode de vie, à leurs besoins alimentaires, à leurs espaces, à leur occupation écologique. Ils ont un odorat extrêmement performant, on le sait en connaissant nos chiens de famille. Ils ont une ouïe très fine pour leur chasse, pour suivre leur proie. Ils ont également des capacités physiologiques de vitesse, d'endurance, qui sont assez remarquables. Ils ont des mâchoires et des dents puissantes, les canines, les canines des canidés. Ils ont des corps agiles pour courir, pour endurer et pour accélérer. Mais ils ont également un comportement social qui est assez unique chez certaines espèces comme le loup, qui permettent finalement d'établir une certaine hiérarchie et une certaine coopération. C'est assez unique parmi les mammifères. On ne connaît pas d'espèces aussi adaptées à la coopération. Donc ça présage déjà un petit peu ce que peut devenir l'efficacité de la domestication. Ils ont une aptitude donc naturelle à évoluer en une organisation dite sociale, c'est-à-dire avec des liens hiérarchiques qui durent pendant toute leur existence. Ensuite donc, ces canidés se sont répartis sur toute la planète, sur toutes les latitudes. Ils évoluent dans un monde où ils côtoient l'homme. Et effectivement, cette proximité, cette interaction de plus en plus présente, va permettre le phénomène de domestication. Alors, qu'est-ce que la domestication? Ça va être le contrôle d'une population d'animaux par l'homme, effectivement. Ça va donc supprimer la sélection naturelle. La sélection naturelle, je le rappelle, n'a pas d'intention, n'a pas d'objectif. Le hasard produit des mutations et la nature les sélectionne. La sélection artificielle, elle, a une intention, une volonté de sélectionner des caractéristiques physiologiques, des caractéristiques morphologiques de couleur. Et l'homme cherche à sélectionner ces caractéristiques. Il y a donc, dans un premier temps, une application de cette sélection sur des caractères morphologiques. On veut des chiens puissants ou au contraire petits, on veut des chiens agiles, on veut des chiens résistants, mais également comportementaux. Un loup est par définition féroce, on va chercher la docilité, on va chercher un animal moins féroce, on va chercher une réaction au stress moins importante. Et des événements, et tout ça pour structurer la race. Il y a la perte de la maîtrise du partenaire sexuel, c'est-à-dire que dans la sélection artificielle, c'est l'homme qui va organiser la reproduction. Un petit rappel sur l'histoire de la domestication du chien, qui a été sujet à de nombreux débats scientifiques, comme il est de règle dans notre domaine scientifique. Et au cours du XXe siècle, il n'était pas totalement tranché de qui était à l'origine du chien. Il y avait en quelque sorte trois principaux candidats, le loup, Canis lupus, le chacal ou le coyote. Mais désormais, depuis 40-50 ans, avec notre capacité d'appliquer des analyses génétiques, je dirais que la génétique a tranché. Le loup et le chien partagent plus de 99,5% d'ADN en commun, c'est-à-dire qu'il y a une différence tous les 300 paires de bases le long du génome des deux animaux. La divergence génétique, en revanche, est supérieure entre le chien et le coyote et le chien et le chacal, avec une similarité de séquence de 96%. Ces chiffres indiquent une forte proximité entre le chien et le loup gris, donc le loup gris est définitivement l'ancêtre unique du chien, et on parle de groupe monophylétique pour le chien. Il résulte d'une espèce. Et ce n'est pas la résultante de métissage ou d'hybridation entre différentes espèces. Les chiens ont conservé des caractères de leurs ancêtres sauvages. En effet, ils partagent encore une grande quantité de caractères avec leurs trois cousins. Ils ont le même nombre et la même forme des dents.
Ils ont un rapport longueur du crâne, longueur du palais qui est similaire. La gestation est d'une 60aine de jours et le nombre de chromosomes est de 78, c'est-à-dire qu'il y a 38 paires de chromosomes dits autosomes et la paire de chromosomes sexuels XY. Donc, ces caractéristiques du génome signifient qu'ils sont encore interféconds. Le chien et le loup peuvent se reproduire, même si de manière naturelle, avec chacun leurs espaces, leur niche écologique, ils ne sont pas emmenés à se rencontrer et à se reproduire, mais c'est tout à fait physiologiquement possible. Donc les 4 espèces sont encore interfécondes. Le chien a des caractères qui lui est propre. Donc, vous voyez dans cette jolie illustration la variabilité des races de chiens, leur diversité. On voit bien qu'il y a des différences morphologiques visibles avec le loup qui sous-tend qu'il y a des différences génétiques. La taille du crâne et le volume du cerveau sont réduits chez le chien, la disposition des dents est beaucoup plus resserrée, la fourrure, le pelage est extrêmement variable entre les races de chiens, entre les individus. La queue a tendance à remonter en fossile et n'est pas tombante comme chez son ancêtre sauvage. La maturation sexuelle arrive plus tôt, dès la fin de sa première année pour le chien, alors que chez le loup, il faut attendre 2 ans. La longueur, ça je l'ai dit, et il a un comportement un peu différent, il est un peu plus sujet ou adaptable et soumis à la soumission que son ancêtre le loup. Donc ces différences permettent de distinguer, quand on a des restes d'ossements, des restes archéologiques, d'utiliser ces différences morphologiques, d'os, de squelette, pour différencier un reste de loup et de chien. On réalise donc, ou les collègues archéozoologues réalisent des analyses morphométriques et géométriques. Tous ces caractères qui différencient le chien du loup correspondent à un ensemble de caractères que l'on réunit sous le vocable de syndrome de domestication. C'est-à-dire que de nombreux animaux qui ont été domestiqués, la vache, la brebis, les chevaux, etc., vont avoir des modifications qui vont se ressembler. En effet, les caractères physiques des mammifères domestiqués vont tout de suite se traduire par une perte d'agressivité. On va rechercher effectivement des animaux qui vont être dociles et qui vont être plus faciles à manipuler. Et ça va également se traduire en général par des oreilles tombantes, par une queue qui se raccourcit ou qui devient incurvée, une réduction du crâne, des oreilles, des dents, et également des taches, des rayures, une dépigmentation de la robe et des pelages. C'est ce syndrome de domestication, qui n'est pas exactement toujours le même dans toutes les situations, signifie néanmoins que quand on sélectionne un caractère, un trait, eh bien on co-sélectionne d'autres traits de manière non désirée par des principes de balayage sélectif, de pléiotropisme, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de rôles multiples des fonctions que l'on croit uniques ou en tout cas pour lesquelles on effectue une sélection. Ces traits de domestication, de manière intéressante, correspondent souvent à des traits de jeunes animaux, ont une nature juvénile. Donc la domestication du chien, on pose en général 3 questions essentielles: où, quand, comment. Je dirais que le où et le quand sont des questions que la communauté scientifique arrive à apporter de plus en plus de réponses. Le comment reste encore une question pour laquelle les réponses sont difficiles à apporter. Alors quand? Il y a 10 000, 12 000 ans, plus tardivement, 15 18 000 ans, le débat est riche, on va le dire comme ça, ou carrément plus de 25 000, 30 000 ans. Et où? En Chine, en Europe de l'Ouest, au Proche-Orient, on ne sait pas. Comment? Est-ce que ce sont les animaux qui se sont rapprochés tout seuls de l'homme? Est-ce que ce sont l'homme qui a sous-sélectionné, adopté les animaux? Toutes ces questions ont évolué et beaucoup de réponses ont été apportées par les scientifiques récemment, notamment grâce au progrès de la génomique et de la génétique. Alors quand? Pour rappel, le chien est le premier organisme à avoir été domestiqué.
il est domestiqué il y a au moins 17 000 ans. Je dis 17 000 ans parce qu'on a retrouvé des restes archéologiques qui sont datés au radiocarbone par la génétique de 17 000 ans. Et c'est largement avant les autres espèces domestiquées. Alors les espèces végétales ont été domestiquées. À partir du moment où on sélectionne de manière artificielle une espèce, on parle de domestication. On domestique le riz, le blé, mais il y a 9000 ans. Puis les animaux qui vont devenir le bétail sont sélectionnés et domestiqués il y a à peu près 8000 ans. Donc vous voyez la durée extrêmement ancienne de domestication du chien qui permet d'avoir réalisé de nombreuses générations. Tous les 1 à 2 ans, on peut obtenir une génération de chiens. Et donc, de 10 000 à 17 000 générations qui ont réussi à façonner l'animal. Alors, plusieurs hypothèses ont été évoquées au cours de ces dizaines dernières années par les scientifiques. On a longtemps pensé qu'il y avait un même ancêtre, une seule domestication, ou ça en Europe, en Asie, notamment. Beaucoup d'études ont plaidé pour une domestication unique et un continuum ensuite de la sélection entre l'Asie de l'Est et l'Europe de l'Ouest. D'autres hypothèses ont émis 2 questions, des événements de domestication en Asie, des événements de domestication en Europe, plusieurs lieux, plusieurs temporalités. Donc tous ces questionnements nous ont amenés à utiliser les données de génétique pour essayer d'apporter des réponses. Et ce qui plaide en faveur d'une origine asiatique, c'est la forte diversité génétique des animaux actuels en Asie. Effectivement, plus la diversité génétique est importante, plus ça traduit une ancestralité ancienne. Les migrations humaines sont bien documentées, connues, sortie de l'Afrique, colonisation, migration, Asie, puis dispersion géographique dans une direction est-ouest, puis on colonise l'ouest de l'Asie et l'ouest de l'Europe. Les chronologies entre le chien et l'homme se superposent, car le chien accompagne l'homme dans ses migrations, et donc colonise également les mêmes territoires. Il va coloniser petit à petit l'Ouest, puis l'Europe. Mais si on évoque un événement unique de domestication en Asie, le temps des migrations humaines nous emmène à des premiers chiens domestiqués 14 000, 6 000 ans avant notre ère. Cependant, on dispose de restes domestiqués, de restes archéologiques de chiens domestiqués, il y a plus de 17 000 ans. Encore récemment, un chien identifié, échantillonné au Pays basque espagnol, date de 17 000 ans avec des mesures tout à fait sûres de radiocarbone, d'isotopes radiocarbone, plus des analyses génétiques qui ne laissent pas de doute à cette datation très ancienne. Donc, l'hypothèse d'un événement de domestication unique et de migration ensuite graduelle vers l'ouest de l'Europe a été remise en cause, et nous avons, dans le cadre d'un vaste consortium international, identifié qu'il y avait eu au moins plusieurs événements de domestication, un en Asie, un autre en Europe. Et donc, ces données ont été obtenues grâce aux analyses génétiques d'animaux modernes, mais également aux analyses génétiques d'ADN dit ancien, c'est-à-dire de restes archéologiques. En effet, si dans notre imaginaire l'ADN correspond aux animaux vivants, il correspond aussi aux organismes disparus, car les nouvelles technologies permettent d'extraire l'ADN d'échantillons très très anciens, et notamment pour le cheval de près de 700 000 ans, on arrive à extraire l'ADN d'organismes disparus et de faire parler l'ADN, de remonter le temps. Donc, nos conclusions de cette étude nous emmènent à dire qu'il y a eu plusieurs événements de domestication, Asie, Europe, que les migrations humaines ont entraîné avec eux les migrations du chien vers l'Europe, donc
avec une direction d'est en ouest. Il y a eu métissage, hybridation, métissage de ces deux populations de chiens. Et les populations de chiens asiatiques ont peu à peu remplacé les populations originales de populations de chiens de l'Ouest, ce qui fait que nous n'avons plus de traces génétiques des chiens de l'Ouest dans les populations modernes. D'où l'intérêt d'analyser les restes archéologiques, les os, les dents, pour retrouver ces couches d'ancestralité qui n'affleurent plus aujourd'hui. Cette étude a été confortée par d'autres études, d'autres consortiums plus récentes, qui effectivement révèlent également une double ancestralité du chien par le séquençage de génomes anciens de loups qui vont retracer, si on trace un trait qui sépare les populations de l'Est des populations de l'Ouest, on voit deux influences génétiques avec des progéniteurs différents. Et on voit bien deux sources de domestication différentes. Aujourd'hui, la meilleure correspondance disponible pour la deuxième source, selon ces auteurs, sont les loups du Proche-Orient. Irak, Syrie, Iran, les pays aujourd'hui en question. Cette deuxième source, les auteurs précisent qu'ils contribuent, ça correspond aux petits parties jaunes des camemberts, à près de la moitié de l'ascendance des premiers chiens du Proche-Orient et de l'Afrique. Donc les analyses génétiques de différentes équipes convergent pour plusieurs événements de domestication. Comment la domestication se réalise? Alors elle est essentiellement documentée par des archéozoologues, par les collègues qui s'intéressent à l'écologie, et elle correspond assez bien au changement climatique de ces derniers millénaires, notamment la dernière période glaciaire, qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, qui date de moins 30 000 à moins 15 000 ans. Cette période a modifié considérablement les niches écologiques des paysages des différents endroits du monde, avec un refroidissement significatif du globe terrestre. Et les loups ont colonisé de nouvelles niches écologiques qui étaient dues aux conditions défavorables de ce dernier glaciaire. Et ils deviennent plus charognards, car les ressources alimentaires modifient. Les bisons, les mammouths sont de plus en plus difficiles à partager. Et ils partagent des écosystèmes occupés par l'homme, donc ils vont de plus en plus partager les écosystèmes anthropisés. Et ça va conduire à des interactions de plus en plus fortes entre les loups et les hommes. Donc cette intensification progressive va entraîner une relation de plus en plus étroite entre l'homme et le loup, de concurrence, mais de coopération. Donc l'isolement, finalement, va favoriser les animaux, le contact des animaux avec les hommes, va favoriser le fait d'être apprivoisés dans ce système donc anthropique, et va avoir pour premiers effets des modifications de leur morphologie, de leur physiologie et de leur comportement. Et on retrouve donc ce que l'on voyait tout à l'heure, ces modifications désirées ou non qui correspondent, qui rentrent sous le concept de syndrome de domestication. Alors, c'est un véritable succès en quelques milliers d'années de domestiquer une espèce il y a 17 000 ans. Et le succès de cette domestication, qui résulte donc du début d'une sélection artificielle, est due à l'héritage de la sélection naturelle. En effet, le loup avait le potentiel génétique d'une extrême diversité, d'une extrême adaptabilité. On l'a vu, il occupe des latitudes, des longitudes différentes. Il a donc la sélection naturelle a déjà préparé le terrain à une adaptabilité remarquable. Et on pense que l'aptitude également sociale, comportementale du loup a favorisé de se soumettre à des nouvelles règles hiérarchiques qui vont être imposées par l'homme. Donc, on peut conclure sur cette période de domestication en disant que l'homme, la domestication, n'a pas eu intégralement à construire le système canin tel que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, la sélection naturelle avait en quelque sorte apporté une matrice génétique
qui permet de sélectionner des traits extrêmement variables. Donc la domestication n'a eu qu'à finalement affiner, infléchir et maîtriser les dispositions naturelles de cet animal. On lui trouve des fonctions utilitaires dans un premier temps, au loup apprivoisé puis domestiqué. Donc il y a eu une économie de moyens et d'énergie pour domestiquer le loup, ce qui explique également la période extrêmement ancienne où on a réussi à domestiquer cet animal, moins 17 000 ans, peut-être moins 20 000 ans, alors que les autres animaux, on est à moins 7 000 ans. C'est-à-dire que le matériau génétique était extrêmement prêt à être domestiqué. Le chien va jouer une importance fondamentale pour les sociétés humaines. On va le voir un peu plus tard. Il va y avoir une convergence, l'influence de la culture également, de la modification du génome des deux espèces. Donc le chien est devenu un véritable couteau suisse, un outil multifonction pour l'homme. Il va lui assurer sécurité, il va lui assurer le transport. On va tout de suite utiliser les chiens de traîneau. Il va lui assurer assistance, confort et compagnie également. Donc le chien va s'acquitter avec un véritable succès des différentes missions, des différentes fonctions que ne vont pas manquer de lui trouver l'homme au fil des millénaires. On a beaucoup parlé des modifications morphologiques que l'on voit naturellement entre les races de chiens que nous connaissons aujourd'hui et le loup avec son image féroce et indépendante. Mais il y a d'autres modifications dans l'organisme qui sont moins visibles, les modifications immunitaires, métaboliques, cognitives, et qui sont moins faciles à caractériser. Notamment, les restes archéologiques ne permettent pas de mesurer, d'avoir des métriques. La génétique, au contraire, le peut. À partir du moment où on dispose d'un peu d'ADN ancien, qu'il est moins 1000 ans, moins 2000 ans, moins 5000 ans, si cet ADN est bien préservé, on peut mener des recherches génétiques, des scans de tout le génome pour voir quelles sont les zones qui sont sous sélection positive, sous sélection négative des génomes. Dans le cadre d'une étude avec une équipe de Uppsala, de l'université d'Uppsala, qui avait travaillé sur les chiens modernes et qui a cherché à voir si le chien moderne avait la capacité de digérer la protéine amidon, car c'est le gène AMI2B qui est une enzyme, une amylase, qui est responsable de la digestion de l'amidon. C'est une compétence physiologique qu'a acquis l'homme quand il est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur. Et qu'en est-il du génome du chien? Le loup est un carnivore strict, le chien est devenu omnivore. Donc cette équipe a cherché à analyser le gène de l'amylase dans les races de chiens et l'a comparé au loup moderne. Et ici, ils ont trouvé une variation génétique extrêmement significative. Assez souvent, on regarde s'il y a des mutations, des variations ponctuelles entre deux individus, entre deux espèces. Ici, on a trouvé une autre forme de variation, c'est le gène dans sa totalité qui existe en plusieurs copies. On va parler de variation du nombre de copies. Donc cette enzyme, qui est présente 2 copies chez les loups, la copie paternelle, la copie maternelle, elle existe en de nombreuses copies chez le chien moderne, jusqu'à 34 copies. Que se passe-t-il dans les génomes? Un gène peut être répliqué 2, 4, 6, 8, jusqu'à 34 fois sur le génome. Et ici, il s'agit d'un gène qui va coder pour une enzyme, donc une activité enzymatique extrêmement performante, extrêmement forte, qui va conférer à l'organisme la capacité de digérer de l'amidon, de digérer du lait pour subvenir et s'adapter à de nouvelles ressources alimentaires. Donc de 4 à 34 copies chez le chien, toujours 2 copies chez le loup, donc on voit bien une adaptation particulière, une modification génétique qui confère une activité enzymatique supérieure pour digérer l'amidon. Avec les collègues du Muséum d'histoire naturelle et de l'unité Ecobio de Rennes, nous avons cherché à savoir les causes de cette duplication chez les génomes du chien. Est-ce qu'elle est extrêmement moderne, extrêmement récente, ou plus ancienne, plus ancestrale? Chez l'homme, on sait qu'elle correspond à son changement de régime alimentaire, qui date de la révolution du néolithique, c'est-à-dire la transition vers l'agriculture. Qu'en est-il chez l'homme?
nous avons émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un événement, une coévolution entre l'homme et le chien, et que le chien ayant accès à une nouvelle ressource alimentaire, des céréales, il ait pu adapter son métabolisme pour digérer à peu près à la même période l'amidon. Pour ce faire, avec les collègues archéozoologues qui nous échantillonnent des restes osseux de dents de différents sites en Europe de chiens archéologiques, nous avons toute une très belle collection de restes osseux ou de dents de chiens qui datent de moins 4000 ans à moins 14 000 ans, répartis sur des sites caucasiens, roumains et Europe de France. Nous avons pu avoir ainsi comparé des loups modernes, des chiens modernes, mais également des chiens dits anciens. Nous avons accès à 13 chiens sur 8 sites, France, Suisse, Roumanie, Turkménistan, sur une échelle de temps différente. Et donc nous avons cherché à définir quel était le nombre de copies de l'amylase dans ces restes archéologiques par le biais de la génétique. Nous avons nous avons eu accès à l'ADN, réussi à quantifier le nombre de copies. On utilise la PCR et en fonction du nombre, de la quantité d'amplicons, de la quantité d'ADN amplifié, on arrive à déterminer le nombre de copies. Ainsi, il y a 4000 ans, on détecte plus de 6 copies selon les individus, 10, 12. Il y a 5000 ans, nous avons réussi à détecter 4, 6, 8 copies. 5000 ans, sur les sites de Roumanie, encore un nombre de copies élevé. Et jusqu'à 7000 ans, nous avons réussi à identifier un nombre de copies extrêmement important, mais jamais avant 7000 ans, en tout cas dans la collection de restes archéologiques dont nous disposions. On voit donc un gradient, pas d'expansion du nombre de copies de gènes de l'amylase jusqu'à 7000 ans, et à partir de 7000 ans, une expansion. Donc les conclusions sont que nous identifions une origine extrêmement ancienne de cette acquisition de nombreuses copies d'amidon. Donc ça nous permet d'écarter l'origine moderne, contemporaine de cette adaptation. Ça correspond à la période du néolithique, donc à la sédentarisation de l'homme et au développement de l'agriculture. Et ça nous confirme l'hypothèse du rôle de l'homme, de l'agriculture, sur le génome du chien. Et on parle de véritable adaptation bioculturelle, coévolution culturelle. Donc nous avons conclu que tous ces millénaires de domestication ont conduit à des profondes modifications du génome. Grâce à la génétique, on a pu identifier ça et nous proposons des modèles évolutifs chronoculturels. Donc, troisième phase de l'histoire évolutive du chien, c'est la création des races modernes. Aujourd'hui, on sait qu'on a des races de chiens extrêmement diversifiées, comme je le représente dans ce petit panneau. Mais le chien a évolué dans un continuum important depuis donc sa domestication et depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, le chien, on lui a attribué de nouvelles fonctions, essentiellement des rôles fonctionnels de défense et de garde. Puis, au Moyen-Âge, on commence à affiner les performances, les compétences du chien. Il devient chasseur, mais spécialisé, chasse à courre, chasse à la vue, chasse à l'odeur. On détermine des grandes lignes, des types de chiens. Alors, on a les grands chiens, molossoïdes, ce sont les mastifs, les grands, qui sont destinés au gardiennage, notamment troupeaux contre les carnivores, les prédateurs. Les limiers et les braques sont utilisés pour repérer le gibier d'une manière assez silencieuse. Les chiens courants, qui ont un rôle particulier dans les pratiques de chasse. Les chiens de troupeau, qui sont développés, qui se spécialisent avec les chiens de type lupoïde, les moyens, les vifs, de type border collie. On commence à créer des types de chiens et on va fixer ces caractères. Fixer ces caractères sous-tend qu'il va y avoir une fixation génétique également. Donc vous voyez le continuum pour arriver à la notion de standard qui va vraiment exploser au XIXe siècle.
donc on est dans l'époque victorienne en Angleterre. Il y a un essor de la cynophilie, très important. Il y a même des expositions canines qui se déroulent à Londres, la toute première, 1861, je crois, oui, qui expose les races de chiens, qui rencontre un vif succès au sein des populations. Immédiatement, Paris organise sa première exposition cynophile et la Société centrale canine est fondée dès 1882. Donc là, on crée la notion de standard, c'est-à-dire qu'il faut que le chien corresponde à des caractéristiques extrêmement précises pour être validé en quelque sorte, pour appartenir à sa race. Donc une évolution importante va être de passer d'un registre fonctionnel, utilitaire, à un registre de compagnie, affectif. On va développer également des types extrêmement pointus, on parle d'hypertypes, où les chiens vont être extrêmement typés, tels que, je ne les ai pas forcément à l'image là, mais les chiens qui sont de type avec la face aplatie, on parle de brachycéphale, les chiens extrêmement musclés, les chiens extrêmement grands, ou le Sharpei, qui est ce chien chinois avec une peau plissée qui est tout à fait caractéristique. Donc la notion d'hypertype se développe depuis donc 200 ans. L'espèce canine donc, se structure en races. Aujourd'hui, près de 400 sont homologués. On a une espèce très hétérogène, donc, mais des races très homogènes. Donc, la formation des races est donc un concept qui a 1 ou 2 siècles. On part d'une spécialisation, donc un peu une forme idéale. On standardise, c'est-à-dire que le chien doit appartenir, père doit appartenir à la race, le chien femelle mère doit appartenir à la race pour que la progéniture soit validée. On objective, donc on commence à voir le chien comme une somme de parties individuelles examinées. Il faut que la tête, la forme du crâne, la longueur des oreilles, la queue, le pelage respectent les standards. Il y a la marchandisation qui apparaît aussi. Les chiens sont créés par les éleveurs qui les vendent. Il y a donc achat, vente. Il y a une différenciation. Le nombre de races a explosé au cours du XXe siècle. De quelques dizaines de races, on est vite passé à une centaine au début du XXe et plus de 400 aujourd'hui. Et une forme d'aliénation, car vont compter son apparence physique plus que son comportement ou ses aptitudes de plus en plus. Donc, l'espèce canine est structurée en races. Et qu'en est-il de sa génétique? Est-ce que les races qui sont très homogènes ont une génétique homogène? Et à l'inverse, l'espèce canine dans son ensemble est-elle hétérogène? C'est ce que nous avons cherché à faire avec, dans le cadre d'une thèse effectuée par mon doctorant à Morives il y a plus d'une dizaine d'années. Nous avons eu accès à des données préliminaires de génétique il y a plus de 10 ans pour déterminer quel était le niveau de diversification génétique au sein de la race, entre races, etc. Et nous avons également cherché à comprendre sur quelle région du génome la sélection artificielle avait agi et avait sélectionné les régions du génome. Donc, ces résultats préliminaires à l'époque ont été menés sur une trentaine de races, avec à peu près une vingtaine d'individus, et nous disposions de 175 000 marqueurs génétiques, on va appeler ça des marqueurs génétiques, des variants génétiques, qui sont disposés tout le long de chacun des chromosomes et qui nous permettent de scanner le génome. Les objectifs de cette étude étaient donc d'avoir un premier résultat sur l'architecture génétique, la composition génétique des races de chiens, mais également de localiser les régions génétiques, les régions génomiques qui peuvent contribuer à l'extrême variabilité morphologique, comportementale, phénotypique entre les races de chiens. Et l'impact de l'étude nous permet également d'essayer d'identifier si ces variations génétiques, qui sont responsables des caractéristiques que nous connaissons, peuvent avoir au sein d'une race un effet pléiotropique, donc on l'a dit, un effet multiple. Une variation va avoir un rôle pour la croissance des os, le développement de la musculature, la couleur du pelage, mais un gène, de par son expression, de par le temps de développement,
peut avoir plusieurs rôles et donc un effet pléiotropique et générer des effets non désirés par la sélection artificielle et avoir un impact sur la pathologie. Donc, la sélection artificielle réunit plusieurs effets, plusieurs concepts en génétique, l'effet fondateur, dans un ensemble de situations d'haplotypes, c'est-à-dire de blocs de chromosomes qui présentent une diversité importante, quand on veut sélectionner un variant qui va être responsable d'une couleur, d'une taille, d'une forme, on va sélectionner une des variations génétiques et on va l'amplifier. Donc, effet fondateur, et le balayage sélectif fait que la mutation désirée va entraîner des mutations voisines qui ne sont pas connues, mais qui vont être co-sélectionnées avec la mutation désirée. Donc ce balayage sélectif va entraîner une perte de la diversité génétique, une réduction de la diversité génétique qui peut s'avérer problématique pour les pathologies. Dans une situation où il n'y a pas ni d'effet fondateur, ni de balayage sélectif, la diversité continue d'exister au sein des populations. Et qu'est-ce que l'on a obtenu comme résultat? Donc, que la race est un groupe génétiquement homogène très fort chez le chien. Dans cet arbre phylogénétique obtenu ici, chacune des races est représentée, Border Collie, Roth, Standard Poodle, Caniche, Yorkshire. Chaque petit trait est un individu, et on voit bien que chaque chien de race appartient à sa catégorie, à sa race. Donc, tous les Border Collie ont une homogénéité génétique, tous les Border Terriers ici, tous les Doberman Pinscher. Chaque boîte correspond à une race de chien. Donc, on a de véritables boîtes génétiques auxquelles correspondent les chiens. Ça correspond, le terme de race est assez approprié ici, parce que chaque boîte est très homogène. La variation entre races a été estimée à plus de 30% par d'autres études. Variation génétique forte entre deux races. Autrement dit, ça veut dire que si toutes les races disparaissaient et qu'il n'y en restait qu'une, elles représenteraient 60 à 70% de la diversité génétique. Par comparaison, les populations humaines ont une variation génétique de 5%. Donc on voit que les variations génétiques entre races de chiens sont extrêmement fortes. Par contre, au sein de la race de chien, c'est très fixé, c'est très homogène, c'est ce que l'on désirait sur les phénotypes et c'est ce que l'on observe sur le génotype. Donc le concept de la race canine est une réalité biologique et génétique. Elle se base sur des différentes génétiques qui sont importantes entre les races et qui sont minimes au sein de la race. Donc les différences que l'on voit sur l'apparence du chien sont vraiment inscrites dans le gène. Deuxième résultat important de notre étude d'il y a une dizaine d'années, c'était quelques exemples de ces régions génétiques qui correspondent, qui sont très fixées dans les races. Donc ça, c'est un charpais qui a la peau plissée et dont la principale région propre dont la combinaison génétique était spécifique du charpais, on retrouve le gène HAS2, qui est un gène impliqué dans l'acide qui produit l'acide hyaluronique et qui est impliqué dans l'élasticité du derme. Donc, il est tout à fait logique d'avoir pointé ce gène-là pour avoir ce phénotype avec cette peau extrêmement particulière. Et ainsi de suite. Dans chacune des régions, on a identifié un gène qui était décrit pour contribuer à un phénotype particulier. Donc ici, on a le trait caractéristique des chiens qui ont une petite barbiche et des sourcils très fournis. On parle de phénotype fourni. Et donc, il est renfermé dans les régions qu'on a identifiées pour les quelques races de chiens qui présentent ce phénotype. Le poil frisé, bien connu chez le caniche, a été identifié dans cette étude et renferme un gène de kératine, kératine 71, qui va contribuer à la texture frisée du pelage de chien. Chez les petits chiens comme les teckels, qui ont des toutes petites pattes un petit peu arquées, c'est une pathologie, c'est la chondrodysplasie. On a identifié dans la région extrêmement différenciée du teckel le rétrogène FGF4, un gros facteur, qui correspond au développement osseux. Et enfin, un gène impliqué dans la taille a été identifié chez le grand danois,
Cette image illustre parfaitement l'extrême diversité de taille entre les races de chiens. Et il s'agit du gène IGF-1, un facteur de croissance insulinodépendant, qui est connu pour contribuer de façon très importante au phénotype taille chez le chien. Donc nous avons identifié des régions génétiques et leurs pendants génétiques. Il nous reste beaucoup de régions à explorer suite à cette étude. Depuis, beaucoup d'études ont été menées sur les races modernes. Récemment, j'ai participé à un vaste consortium qui a séquencé des milliers de chiens, des milliers de canidés, pour parfaire, pour rendre plus précis ces études. Donc nous avons séquencé plus de 2000 canidés, nous avons séquencé la totalité du génome avec ce qu'on appelle une bonne profondeur pour avoir une bonne qualité de séquençage, plus de 1600 chiens, des chiens de libre, et des loups et des coyotes. Donc nous sommes arrivés également à identifier les races de chiens comme une entité génétique moderne. Cependant, ici, nous accédons à un degré de connaissance supérieur, c'est-à-dire que l'on peut grouper les races de chiens, si vous voulez, dans une résolution supérieure, dans les familles de chiens. Les terriers sont une famille, les lévriers sont une famille, les chiens courants sont une famille qui vont se décliner en border terrier, etc., etc. Donc cette fois-ci, on a réussi à identifier 25 grandes familles de chiens que l'on appelle des clades. Et ici, vous voyez les cladogrammes. Et chacun des clades va regrouper les races qui lui correspondent. Donc on voit bien que si dans un premier temps, on pensait que la race est une boîte homogène, sans porosité, c'est vrai, mais plus on remonte dans l'ancestralité, effectivement, de proche en proche, nous avons sélectionné des terriers, puis des races de plus en plus spécialisées parmi les terriers. Et ainsi de suite pour chacun des grands clades de chiens, des grandes familles de chiens, les lévriers, les chiens de compagnie, etc. Et donc, on voit les groupes, les sous-groupes, les races. Donc on arrive à décliner comme ça un niveau de spécialisation qui se traduit par un regroupement génétique de proche en proche. Quel est l'impact de cette sélection artificielle aujourd'hui sur les races de chiens? Les races donc, ont été développées pour des qualités qui correspondaient aux fonctions qu'on voulait leur donner. Effectivement, nous sommes arrivés à des résultats exceptionnels. On connaît tous la possibilité d'avoir des chiens de garde performants, des chiens de défense. Les chiens de troupeau, comme le border collie, sont doués d'aptitudes extrêmement exceptionnelles. Ils répondent non seulement aux ordres du langage, mais ils répondent également aux ordres de ce qu'on appelle le langage corporel. On fait ci, on fait ça, le chien répond à ces injonctions-là. Donc il a acquis vraiment une spécialisation exceptionnelle. Les chiens de chasse, je ne suis pas spécialiste en chasse, mais il y a de nombreux types de chasse à court, à l'odeur, à la vue. Les chiens de sauvetage, les chiens d'avalanche, les chiens d'assistance, on appelle cela, les chiens de pistage, ils sont extrêmement spécialisés, extrêmement performants. Donc une réussite incomparable dans la sélection artificielle, qui est indéniable. On a également créé des chiens pour la compagnie, pour l'agrément, qui sont une véritable réussite également. Le bichon, le caniche, même si dans un premier temps certaines races ont été créées pour être utilitaires, elles ont pu être ensuite dérivées pour faire une lignée de compagnie. Donc aujourd'hui, les races canines qui sont relativement en vogue pour l'agrément sont celles-ci, les bichons, les caniches, les cavaliers king charge, même les chihuahuas et le bulldog français qui est assez commun aujourd'hui et recherché comme chien de compagnie et d'agrément. Donc une véritable réussite sur la performance et la réalisation de races très spécialisées et très spécifiques. Mais les chiens payent également un lourd tribut génétique à cette sélection artificielle avec une perte de diversité génétique, on l'a vu tout à l'heure. Les boîtes de races sont extrêmement homogènes et il y a peu de diversité génétique. Alors qu'est-ce que ça signifie? Les pratiques d'élevage ont utilisé la consanguinité qui réduit la diversité génétique. Ainsi, le taux de consanguinité moyen entre races de chiens, ça peut évoluer, a fait l'objet d'une étude récente par des collègues de Californie, des États-Unis. Ils ont détecté un taux de consanguinité de 25%. Alors qu'est-ce que ça signifie? On ne se rend pas bien compte. Pour prendre conscience du niveau de consanguinité,
Chez l'homme, c'est le partage du matériel génétique entre un frère et une sœur. Donc on a un niveau de consanguinité extrêmement fort dans une race de chien. Alors, évidemment, des populations avec des niveaux de consanguinité comme cela vont avoir plus de troubles pathologiques et vont avoir besoin de soins médicaux, de soins vétérinaires très importants. Ainsi, les races à la face aplatie, on parle de brachycéphale, elles sont prédisposées à des troubles respiratoires très forts. C'est le syndrome obstructif des races brachycéphales. Ce sont des chiens qui non seulement émettent du bruit quand ils respirent, pour ne pas dire ronflent fort, mais ont également des problèmes, des douleurs, et sont obligés d'être soignés, et ça se détériore assez rapidement. Les voies respiratoires supérieures qui causent à long terme des difficultés respiratoires extrêmement importantes. Et ainsi, chaque race de chien a désormais sa fiche avec des troubles qui lui sont connus. Alors, on ne peut peut-être pas très bien lire ici, je suis désolé. Le berger allemand a sa fiche et il a beaucoup d'affections musculo-squelettiques. En effet, la race berger allemand est prédisposée à la dysplasie de la hanche. Le berger allemand avait un dos assez plat. Au fur et à mesure de la sélection, on a abaissé son dos pour le conformer à des standards de beauté. Et on a donc sélectionné une conformation de la hanche particulière pour lui donner cet aspect-là, qui malheureusement lui confère une dysplasie. Il est également connu pour développer des maladies du neurodéveloppemental, des épilepsies. Donc les races de chiens, malheureusement, renferment un taux de pathologie qui est forte, qui est lié à ce côté sélection artificielle trop appuyée. Donc évidemment, il s'agit de prendre tout cela en compte. Et alors les standards de la Fédération cynologique internationale proposent de lutter notamment contre l'hypertype et proposent des recommandations aux éleveurs et demandent aux éleveurs d'apporter un soin tout particulier dans leur pratique d'élevage pour réduire au maximum ce lourd tribut aux pathologies que payent les races de chiens. Cependant, il existe quelques races de chiens à faible consanguinité, encore plus faible que la moyenne. Il s'agit notamment de races locales, des chiens de ferme, sur lesquels la pression de sélection a été peut-être un peu moins forte en ce qui concerne les standards esthétiques, de pelage et tout, et on a accepté un peu plus de variabilité à partir du moment où le rôle utilitaire était rempli. Notamment vrai pour les chiens de traîneau, etc. On a sélectionné une résistance, une endurance musculaire. Donc ces races de chiens sont un peu moins affectées par la consanguinité. Il y a les races issues de croisements récents également, parce qu'on continue à créer des races de chiens. On hybride de races de chiens pour rechercher une partie des caractéristiques d'une race que l'on veut allier à une autre race. Par exemple, le barbet ou le labraniche, qui est la contraction de labrador et caniche. On est en train de faire cette race. À titre d'exemple, il y a 10 races de chiens qui sont en train d'être créées, réalisées, même si elles ne sont pas encore reconnues par les standards internationaux, par les sociétés centrales, par les fédérations cynologiques. Les deux plus connus, en anglais le Golden Doodle, donc le Golden et le Caniche, et le Labradoodle, le Labraniche. Ces chiens sont assez répandus en Amérique du Nord en ce moment, existent également en Australie. On a créé des chiens, le mariage entre un Caniche et le Golden, pour conserver sa grande sociabilité et avoir sa robustesse. Le Golden et le Caniche, le Labrador et le Caniche, on a recherché à avoir un poil qui n'est pas allergène, parce que ces races de chiens lui confèrent ça. Donc on est toujours en recherche, en train de créer des races de chiens, et la sélection artificielle fonctionne toujours très bien. Qu'en est-il du comportement, des aptitudes comportementales et de la génétique? Vaste question auquel s'attachent certaines équipes en Amérique du Nord dernièrement. Une étude tout à fait récente, de fin 2022, nous dit que la race de chien ne permet pas de prédire efficacement son comportement, sa personnalité. Autrement dit, une race de chien
pour laquelle on aurait tendance à avoir des qualificatifs tout faits, il est docile, il est doux, il est joueur, il est agressif, n'est pas un si bon prédicteur que ça. C'est ça que l'étude nous renseigne. Cependant, les résultats d'études montrent qu'il y a une existence génétique quand même au comportement, aux personnalités. En effet, près de 10% de la variation du comportement des chiens individuels est expliquée par la génétique. Donc on peut le dire de deux façons. Près de 10% est expliqué par la génétique, ou la génétique n'explique que 9 à 10%. On identifie des régions du génome qui sont associées aux différences comportementales. Donc le phénotype comportemental a une vraie matrice génétique qui n'est pas admise, mais qui est développée par l'environnement, l'éducation, par l'entraînement. Les différences comportementales qui ont été le plus significativement mises en évidence par la génétique sont l'obéissance, la capacité à rétriver, à rapporter un objet, les hurlements, mais aucune d'entre elles n'est absolument spécifique d'une seule race. Donc la génétique va expliquer une grande partie du comportement, mais ne va pas être systématiquement spécifique d'une race, comme peuvent l'être le pelage, la peau plissée du Sharpei. Donc ça rejoint peut-être la notion génétique que l'on a vue tout à l'heure, qui de proche en proche, on a l'individu, la race, la famille, etc. Donc on a peut-être agi sur le comportement d'une famille, des terriers, des lévriers, et qui se décline ensuite dans certaines races et pas d'autres. En tout cas, la race en tant que telle, cette boîte génétique n'est pas un prédicteur très fort du comportement. Une très bonne idée de ces études a été d'embarquer dans leurs analyses des chiens croisés des bâtards. Donc des chiens croisés qui peuvent avoir 2, 3, 4 ascendances. On peut les retracer par la génétique. On va dire cet individu, il est 45% labrador, 10% caniche, etc. Et on identifie pour plus de 600 bâtards qui ont une forte ascendance de border collie, identifiés par la génétique, pratiquement aucune corrélation statistique quand on fait des analyses d'association génétique, où on essaie de mettre en relation la génétique et le phénotype, avec l'ascendance ou un trait comme la docilité dans le comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à mon avis, ça veut dire deux choses. Que la composition génétique du bâtard est complexe, elle est diverse, elle est diversifiée. Et deuxièmement, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que les phénotypes, les comportements de cette étude est issu d'une approche de science participative. Chaque propriétaire de chien remplit le questionnaire d'une centaine de questions selon ses connaissances de son propre chien. Quel est le meilleur connaisseur de son chien, sinon son propriétaire? Donc les gens remplissent ce questionnaire qui est extrêmement bien fait par des comportementalistes. Et vous savez, les questions se recoupent, etc., pour qu'on puisse ensuite les regrouper en 10 grands comportements. Or, quand on remplit un questionnaire et que l'on connaît la race de son chien, pure race, il y a sans doute un biais où l'on attribue le comportement à la race que l'on sait que l'on a acheté son chien. Utiliser des bâtards permet sans doute d'objectiver le questionnaire et les gens vont peut-être avoir des réponses naturellement plus objectives, ne sachant pas que leur chien de famille a une ascendance de 25% de ci, de ça. Donc à la fois un questionnaire peut-être plus objectivé a mis en évidence qu'il y avait encore une moins bonne prédiction pour ces deux raisons, objectivation du phénotype et génétique plus diversifiée entre la génétique et le comportement. Alors effectivement, cette étude a eu beaucoup d'écho médiatique, peut-être un peu limité en disant que voilà, la race d'un chien ne permet pas de prédire son caractère. Néanmoins, il y a quand même une génétique qui est mise en avance, des endroits du génome qui vont correspondre à des spécialités, notamment le border collie. On a vu qu'il y avait quelques endroits du génome qui vont correspondre bien à ces capacités extraordinaires de chien de troupeau. Donc, bon, l'écho médiatique est toujours peut-être un peu simplificateur, mais il a été en tout cas assez clair fin 2022 pour cette étude génétique du comportement. Donc, on va conclure sur cette histoire évolutive du chien qui nous a donc amenés dans le temps et dans l'espace. Depuis donc les canidés, l'ancêtre sauvage du chien, on a vu qu'il y avait de grandes étapes. C'est un continuum avec une évolution continue et de grandes étapes d'accélération.
les migrations des canidés, puis l'étape de la domestication qui s'est faite en quelques milliers d'années, puis la sélection artificielle qui a agi ces 2 derniers siècles. Donc ce continuum dont on peut retracer les variations génétiques aux différentes étapes de l'histoire du chien. Un autre message qui peut-être est à garder, c'est que la domestication n'a pas transformé intégralement un animal sauvage en un animal dont on voulait sélectionner des caractéristiques. Pour preuve, les autres animaux que l'on a domestiqués on n'est pas arrivé à avoir une variabilité de comportement, de taille, de forme aussi importante que pour le chien. Alors pour 2 raisons. Une question de temps. Quand on sélectionne un animal depuis 20 000 ans, on a plus de temps d'expérience, si j'ose m'exprimer ainsi, que quand on le sélectionne depuis 8 000 ans, mais également aussi pour le potentiel génétique que proposait le loup avec toutes ces variabilités génétiques qui lui-même a été soumis à de nombreux métissages au cours de son évolution des qualités. Les races de chiens donc, sont devenues multifonctions aujourd'hui. Alors, on peut dire que ça rend le monde entre l'homme et le chien un peu plus sûr, avec de meilleurs transports, une assistance, ça rend le monde avec une compagnie, une source affective très forte. Donc, l'histoire évolutive des chiens, comme on vient de voir, elle nous renseigne également sur notre propre histoire. Et là, on va rejoindre la première partie de cet après-midi, l'histoire évolutive de l'homme, est indissociable depuis 20 000 ans de l'histoire évolutive du chien. Donc on a vu qu'ils partageaient les mêmes migrations, ils partagent les mêmes habitats, que la ressource alimentaire de l'un, en parlant de l'amidon, a influencé le génome de l'autre. Donc on a une évolution, une migration et même les mêmes pathologies, car nous souffrons de dysplasie, nous souffrons de cancer, nous souffrons d'épilepsie, et le chien est également un modèle génétique pour les pathologies. Donc je vais terminer en remerciant les membres de l'équipe de Rennes qui travaillent sur la génétique du chien, notamment l'évolution, mais notamment des pathologies, et également de nombreux collaborateurs pour la partie ADN ancien, des équipes de Rennes, du Muséum d'histoire naturelle, et de nombreux consortiums internationaux et européens auxquels j'ai pu participer pour réaliser ces analyses génétiques. Je vous remercie de votre attention.